Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Alors que la mobilisation dans les rues en ce 18 septembre s'annonce très suivie, est-elle fondée, est-elle légitime? On y revient dans un instant avec Guillaume Roquette. Question subsidiaire dans ces conditions. Sébastien Lecornu peut-il résister à la pression de la gauche? Arnaud Benedetti nous donnera sur ce point son point de vue et puis on posera aussi la question à notre confrère Wally Bordas qui raconte dans un livre captivant les coulisses d'une assemblée qui est devenue ingouvernable. Point de vue, c'est parti. On va d'abord faire un petit tour dans Paris où se trouve Timothée Delem au point de départ de la manifestation qui se veut en tous les cas le point d'orgue de cette mobilisation du 18 septembre. Est-ce que justement les manifestants, puisque de l'aveu même des autorités, la mobilisation s'annonce massive, est-ce que les participants commencent à affluer, Timothée ? Oui, affluence massive ici, très attendue. On parle de 600 000 à 900 000 manifestants qui sont attendus ici dans les rues de la capitale aujourd'hui. Entre 600 000 et 900 000 partout en France, jusqu'à 100 000 ici dans les rues de la capitale. 100 000, c'est ce que annonce la place Beauvau, les autorités. La grande question, c'est de savoir si la mobilisation sera au rendez-vous aujourd'hui. Pour le moment, eh bien, peu de monde pour l'instant. Il faut dire que le départ du cortège est prévu à 14h. Vous le voyez, les préparatifs vont bon train en revanche, avec donc ici la force ouvrière. Ils sont en train bien de préparer le matériel, notamment la sono qu'on entend depuis tout à l'heure. Vous avez la CGT un petit peu plus loin là-bas, vous avez également Sudrail, CFDT également de l'autre côté de la place. Vous la voyez, donc cette place de la Bastille, vous l'avez dit, c'est d'ici que doit s'élancer le cortège tout à l'heure à partir de 14h. Il va emprunter le boulevard de Beaumarchais qui se trouve juste sur ma gauche pour arriver sur la place de la Nation en passant par la place de la République. Nous verrons donc si la mobilisation est aussi forte qu'attendue. Pour le moment, l'ambiance ici est très calme. Il y a des grillades également qui sont en train de se faire un petit peu plus loin sur la place. Les gens commencent à affluer petit à petit, mais ça arrive très très doucement pour le moment. Merci beaucoup Timothée, puis on vous retrouvera tout au long de l'émission justement pour aborder les autres aspects et les autres dimensions de cette mobilisation et surtout ses conséquences notamment pour les forces de l'ordre. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Vincent. Cette mobilisation s'annonce quand même 100 000 personnes dans les rues de Paris, c'est quand même des grosses mobilisations. C'est le ministère de l'Intérieur qui communique sur ça. Donc c'est de l'aveu même des autorités, des services de sécurité. Ça s'annonce un succès. Oui, c'est vrai. Il y a un paradoxe dans cette journée, c'est que d'un côté, comme on dit en patinage artistique, il y a les figures imposées, c'est-à-dire les ballons défauts de la CGT. On vient de les voir. Bastille, voilà, ce que nous avons montré Timothée Delem. Bastille Nation, en passant par République, enfin tout ça fait partie des classiques. Mais c'est vrai qu'en termes d'ampleur, la jauge, comme on dit au théâtre, elle est élevée, comme elle était d'ailleurs élevée le 10 septembre déjà. Je vois une explication à ça, c'est que nous sommes à un point de bascule. C'est-à-dire que le système français, consistant à prélever énormément de charges et d'impôts sur les gens qui travaillent pour les reverser à une France qui tire profit du système, ce système-là, cette organisation-là, elle est en danger à cause du niveau de notre dette. Et donc, tous ces gens, toute cette France qui profite, elle est mobilisée aujourd'hui. La France qui profite. Oui, la France qui profite. Parce que, regardez... Il y a quand même des gens qui travaillent. Alors, peut-être pas aujourd'hui parce qu'ils font grève ou parce qu'ils manifestent. Pas aujourd'hui, oui. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La SNCF, l'Inspection Générale des Finances vient de publier les derniers chiffres. Alors, ils datent de 2023, mais il n'y a aucune raison que ça se soit amélioré depuis. La SNCF a coûté en 2023 21 milliards d'euros à la France. Ça veut dire que, sachant que vous avez à peu près, dans ce pays, 19 millions de gens qui payent l'impôt sur le revenu, ça veut dire que chaque contribuable qui prenne le train ou non
paye 1 000 € par an à ces braves gens pour qu'ils puissent continuer à partir à la retraite plus tôt. Parce que vous l'avez peut-être vu, mais l'année dernière, la SNCF a réussi à contourner la réforme des retraites par un accord d'entreprise. Ça permet de financer les 83 millions d'euros du comité d'entreprise de la SNCF pour que les cheminots puissent partir en vacances dans les plus beaux spots de l'Hexagone. Et donc, qui va faire grève aujourd'hui? Les fonctionnaires, les gens de la RATP, de la SNCF. Et qui va se lever à 6 h du matin pour aller travailler quand même? Ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Je pense qu'on est vraiment là dans une espèce de logique. D'un côté, il y a Nicolas qui paye, et de l'autre côté, il y a les manifestants. Quand vous parlez juste une question, quand vous parlez de ces fameux 21 milliards d'euros touchés par la SNCF, vous agrégez tout. Vous agrégez à la fois la retraite des agents de la SNCF. Absolument. Et puis les contributions spéciales de l'État. Voilà, je mets les aides au fonctionnement, je mets les travaux d'infrastructure, et je mets, et c'est un poste très important, l'abondement du régime de retraite des cheminots qui est extrêmement favorable. Et c'est justement parce que ça coûte très cher que le système devait être réformé. Et l'année dernière, au grand scandale de Bruno Le Maire, qui était à l'époque le ministre de l'économie, le ministre de l'économie, mais qui n'a rien pu faire. Je crois que c'était le 22 avril, parce que j'ai regardé avant de venir, 22 avril 2024, tous les syndicats de la SNCF signent avec la direction un accord sur le thème accélération des fins de carrière. Et sous cette domination absconse, il y a la continuation des privilèges des cheminots en matière de retraite. Accélération de fin de carrière, on retiendra peut-être, en tous les cas ça accélère plus que certaines lignes, notamment celle Clermont-Ferrand-Paris. Sur ce succès annoncé, il y a quand même quelque chose qui est un peu frappant, c'est ce qu'a remarqué hier à votre place le politologue Jean-Yves Dormagin, et je vous propose de l'écouter, on y revient juste ensuite. C'est toujours très compliqué de faire des projections, des pronostics, etc. La journée d'action de demain, elle est annoncée comme très importante, en volume, en nombre de manifestants, en pourcentage de grévistes, etc. On verra. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est le gouvernement lui-même qui annonce une mobilisation très importante. Alors, est-ce que c'est pour désamorcer par anticipation un éventuel succès? Est-ce que c'est pour comparer avec la mobilisation réelle et dire que finalement c'est un peu décevant? Est-ce que c'est pas un peu dangereux, parce que je me place du point de vue de la stratégie des pouvoirs publics, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux parce que est-ce que ça donne pas envie du point de vue de leurs calculs à eux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu surprenant parce qu'effectivement on annonce un succès avant même qu'elle ait eu lieu. Est-ce que vous partagez ces questionnements? Oui, je trouve qu'effectivement c'est intéressant. Et je pense que l'explication qui vient d'être donnée est assez pertinente, c'est-à-dire que ce soir, les ministres, ou en tout cas les ministres démissionnaires, ceux qui restent dans notre gouvernement, pourra dire bah oui, c'est un succès, et d'ailleurs on l'avait annoncé, donc c'est pas une surprise, ce qui est une façon, entre guillemets, de désamorcer le dossier. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a communiqué sur 2 points, qui sont la participation importante, et 2, les risques de violence. On y reviendra justement peut-être après cette interview, en retrouvant Timothée Delem, place de la Bastille, où il se trouve avec Camille Jaïr. Au-delà de l'ampleur de la mobilisation, Guillaume, c'était la question du jour sur le site du Figaro, d'ailleurs ça l'est toujours à l'heure où on se parle. Comprenez-vous cette mobilisation? Je la comprends d'un point de vue du rapport de force, j'allais presque dire de la nouvelle lutte des classes, c'est entre celles des gens qui sont inclus et qui mettent à profit ce système français dont je parlais, qui est extraordinairement généreux. En revanche, elle m'inquiète parce que je la mets en parallèle avec le sondage organisé par le Parti socialiste qui explique que 80% des Français veulent qu'on augmente les impôts des riches. Et je crois que cette journée de mobilisation, c'est un peu la continuité de cette espèce d'état presque gazeux de la société française, avec des millions de gens qui s'imaginent que tout ça peut continuer indéfiniment, qu'on peut continuer à dépenser 4 milliards d'euros par an pour financer 8 chaînes de télévision et 7 stations de radio. Ça vous fait allusion justement au budget et aux polémiques qu'il y a autour du budget et
également des débats, enfin, plus encore, des polémiques qui existent entre France Télévisions et notamment les médias Bolloré. Oui, et puis parce que, en général, alors je n'ai pas vu les chiffres aujourd'hui, mais en général, les rédactions de Radio France sont en première ligne quand il s'agit de faire grève. Elles avaient d'ailleurs déjà commencé au moment de la rentrée. C'est une sorte d'entraînement ou d'échauffement avant les grands jours. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant aussi, c'est que la polarisation que nous vivons dans la vie politique, c'est-à-dire avec des positions très tranchées, entre d'un côté Nicolas qui paye, les patrons qui commencent à dire ça suffit maintenant, nous en avons assez d'être considérés comme des vaches à lait du système, et de l'autre côté des gens qui manifestent en disant c'est la casse sociale, c'est un carnage, les termes de la patronne de la CGT était tellement excessif que je les ai oubliés. On a l'impression que ces deux France-là ne se parlent plus et qu'elles s'ignorent de plus en plus, un petit peu comme la France des protestataires, du Rassemblement national ou de l'extrême gauche, et puis de la France des inclus, entre guillemets, c'est-à-dire le bloc central. La fracturation du pays, l'archipélisation, dirait le politologue Jérôme Fourquet, je trouve qu'on la sent aussi maintenant dans le monde social. Oui, mais enfin, aujourd'hui, c'est plus la gauche syndicale et politique qui se mobilise que le Rassemblement national, par exemple. Oui, absolument. C'est d'ailleurs intéressant, cette dissociation. C'est-à-dire que le Rassemblement national a aussi un vote populaire qui est important, mais ils sont très peu présents dans ce monde hyper syndiqué de la fonction publique et des grandes entreprises qui peuvent être privées. Je pense par exemple à des groupes pétroliers comme Total, où souvent dans les mouvements de ce type, il y a des centres de production ou de stockage de carburant qui sont bloqués, mais ce sont des sociétés qui sont en position de monopole de fait. Donc en fait, on est dans une problématique qui est assez proche de la fonction publique. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça arrive à un moment où l'économie française, elle est à la peine, où toutes les entreprises émettent des signaux en disant attention, la conjoncture ralentit, la croissance n'est pas là, mais tous ces gens manifestent comme si, encore une fois, tout ceci devait durer toujours, et parce qu'ils sont dans leur monde où il y a de l'argent magique, il suffit de faire payer les riches. Dans votre éditorial, Guillaume, vous dénoncez aujourd'hui le refus précisément des ministères de faire des économies. Vous dites notamment, on n'aime pas s'entendre dire qu'on sert à rien, en substance. Je ne vous cite pas textuellement. C'est pas loin. Mais, merci. Mais ce n'est pas, c'est pas quand même faire preuve d'un libéralisme un peu plus que dogmatique que de prétendre que l'administration ne sert à rien. Alors, je m'inspire d'un fait précis pour répondre à cela, c'est qu'en début d'année, François Bayrou, alors encore pleine de bonne volonté, avec l'enthousiasme des novices, il venait d'être nommé Premier ministre et il écrit à tous les ministres en disant envoyez-moi des propositions d'économie dans votre ministère. Tous les ministères ont répondu, c'est normal, c'est lui le patron. Alors ou bien c'est le ministre qui répondait, ou bien c'est le directeur de cabinet. Et ils ont tous répondu la même chose. Chez nous, il est impossible de faire la moindre économie. Au contraire, on n'a pas suffisamment de ressources, que ce soit en budget ou en effectif, pour faire tout ce que nous avons à faire. Et donc, on ne peut pas compter sur les gens pour avoir un regard lucide en disant « oui, ça, on pourrait le faire autrement. Ça, l'intelligence artificielle pourrait l'effectuer à notre place. Ça pourrait être privatisé. » Donc, il ne faut pas compter sur la bonne volonté de l'administration pour se réformer elle-même. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne sert à rien. Non, ça ne veut pas... Enfin, par exemple... Le Figaro Magazine a fait une couverture sur les fameuses agences de l'État. Bon. Moi, je voudrais qu'on m'explique un petit peu à quoi sert, par exemple, l'ADEME, vous savez, qui est l'agence pour la maîtrise de l'énergie. Alors si, ça sert à quelque chose, parce que si il fait beau ce week-end, j'ai pas regardé la météo, cher Vincent, et que vous voulez... Sur le Figaro, en plus, vous avez toute une infographie qui a été faite par le service data infographie qui vous explique qu'on va même atteindre certains pics de chaleur
à partir de demain. C'est formidable, donc vous voudrez faire un barbecue, et comme vous êtes soucieux de votre ligne, vous allez faire un barbecue de poisson. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui est meilleur pour le climat? Est-ce que c'est de faire un barbecue de poisson gras ou de poisson blanc? Eh bien, figurez-vous que l'ADEME, avec votre argent, avec nos impôts, a fait une étude sur ce sujet pour mesurer l'impact sur le climat d'un steak vegan au barbecue ou du poisson blanc. Pardon de cette anecdote, mais tous ces gens... Je veux bien surtout connaître le verdict. Oui, alors j'ai un petit peu oublié, mais parce que je suis plutôt Côte d'Agneau. Mais si vous dites aux gens de l'ADEME, mais pourquoi vous faites ça? Ils vont dire, mais parce que ça sert à quelque chose, c'est utile pour le climat. Oui, le problème, c'est pas tant l'utilité de cette sphère publique, le problème c'est son coût. Vous voyez, France Travail, par exemple, je crois que c'est 55 000 agents. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on cherche du travail, on passe par France Travail? Non, on va sur des sites internet spécialisés. Donc, eux peuvent dire, oui, mais nous sommes pleins de bonne volonté, nous recevons les gens, nous regardons leur CV. Ok, mais combien ça nous coûte? Et est-ce que cet argent, il ne pourrait pas être mieux utilisé s'il restait dans les entreprises plutôt que de faire l'objet d'une taxe? Et donc, évidemment, il faut sortir du sujet du point binaire. L'administration est très utile, elle est indispensable ou elle ne sert à rien. La question, c'est est-ce que le service qu'elle rend justifie le poids qu'elle fait peser sur le pays en termes de prélèvement? Et ma réponse est non. J'entends ce discours, Guillaume. Sauf que, notamment, c'est ce qu'a fait, cette idée de coup de rabot, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avec la RGPP, qui était la réduction générale des politiques publiques. Résultat, une armée, à l'issue, une police qui ont été affaiblies. Alors, oui, j'ai fait le calcul. Mais comme je n'avais pas anticipé la question, je ne l'ai pas sous les yeux, de ce que représentent les effectifs les forces de l'ordre, l'armée et le personnel de santé, c'est-à-dire le personnel hospitalier, dans le total de l'administration française. Et de mémoire, ça fait 18%. En tout cas, ça fait à peu près 20%. Effectivement, il y a des secteurs auxquels il ne faut pas toucher. Mais il reste 80 autres %. Est-ce que vous avez vu la progression folle des effectifs de la fonction publique territoriale depuis 10 ans, alors que la fonction publique d'État, elle est restée relativement stable. Donc la seule solution pour éviter ça, c'est ce qu'on appelle le rabot. Alors, le rabot, c'est que vous dites aux différentes administrations, non, c'est pas juste vous allez dépenser un peu plus plutôt que beaucoup plus, parce que en fait, c'est ça que proposait M. Bayrou, c'est de dire l'année prochaine, c'est moins 5% et vous vous débrouillez pour faire des économies. Et d'ailleurs, avec l'avantage, c'est que comme les administrations locales vivent ou bien d'impôts qui sont décidés par l'État ou bien de subventions, si vous les diminuez d'autant, elles vont être obligées de faire des économies à due proportion. Alors là, vous n'avez pas peut-être anticipé la question, mais peut-être quand même, comme c'est le sens de votre éditorial, est-ce que vous avez une idée quand même de ce que pourrait rapporter le rabot roquettien ? J'ai pas calculé parce que il faudrait faire, si on fait 5% sur le budget de l'État hors des ministères régaliens, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que 43 milliards qui était l'objectif de François Bayrou, par rapport à la totalité de la dépense publique, on doit être à 3 ou 4%. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait atteignable. Un particulier... Les 43 et 44 milliards de François Bayrou correspondent aux 4% de rabot auxquels vous... Oui, c'est ça, à peu près. Sauf que dans le projet de M. Bayrou, on mettait aussi à contribution les gens qui travaillent, avec ces fameuses suppressions des 2 jours de congé que M. Lecornu a abandonné. Et puis, il y avait aussi la continuation d'impôts exceptionnels, notamment sur les grandes entreprises. Moi, je pense qu'il faut une règle simple. C'est le problème, c'est un problème de niveau de la dépense publique. Donc, la totalité de l'effort devrait porter sur la baisse de la dépense publique. Vous n'êtes pas convaincu par la suppression des avantages des anciens ministres et premiers ministres ? Je ne suis pas contre le principe. Il y a des avantages qui sont indus parce que symboliquement, qu'Édith Cresson continue, je parle d'elle, je pourrais parler d'autres premiers ministres, mais je cherchais des premiers ministres du XXe siècle, qu'Édith
Cresson continue à bénéficier d'un officier de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Donc ça me choque comme quand j'apprends que Madame Anne Hidalgo a dépensé 84 000 € en tenue vestimentaire au cours des 5 dernières années. Les frais de représentation auprès de la mairie de Paris. Oui, eh bien écoutez, avec ce qu'est son traitement de maire de Paris, je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas s'habiller elle-même, ou peut-être qu'elle pourrait se faire prêter des tenues. Je crois que c'est ce que fait Madame Macron. Donc ce qui me fascine, si vous voulez, ce sont tous ces gens de gauche qui passent leur temps à nous donner des leçons de morale et qui, pardon, mais se profitent du système de façon éhontée. Sur ce genre de choses. Par ailleurs, oui, c'est vrai. Donc en tout cas, moi je suis par contre, je suis pour la suppression de ces avantages pour les anciens premiers ministres. Je dis juste que il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que c'est dérisoire par rapport à l'effort à faire. Parfaitement clair. Merci beaucoup Guillaume. Superbe numéro d'ailleurs du Figaro Magazine, avec cet éditorial que vous signez. Numéro qui est consacré à un voyage de Michel Onfray dans le berceau de la civilisation européenne. Récit de ce retour aux sources avec Alexandre Devecchio. Et à lire aussi, surtout même, le témoignage bouleversant des parents de Philippine, assassinée il y a 1 an dans le bois de Boulogne à Paris. Les propos ont été recueillis en exclusivité par Guillaume Point. Et cet entretien est à découvrir dès maintenant d'ailleurs sur le site du Figaro. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Timothée Delem est, lui, place de la Bastille. Alors, je ne sais pas si l'affluence progresse. En tout cas, est-ce que le dispositif de sécurité est conséquent? On a entendu ce matin Bruno Retailleau annoncer la mobilisation et que 230 actions ont déjà été menées. Oui, absolument. Et ici, la préfecture de police, en lien avec le ministère de l'Intérieur, ont prévu un dispositif de sécurité extrêmement conséquent, effectivement. Vous l'avez dit, 80 000 forces de l'ordre disposées un petit peu partout dans le territoire national aujourd'hui. Ils sont 6 000 rien que dans les rues de la capitale. Vous les voyez ici, d'ailleurs, sur cette place de la Bastille, bien évidemment, avec ces cars de la gendarmerie mobile. Place de la Bastille, effectivement. Ils sont également aux abords des différentes portes depuis 4 heures du matin, des différentes portes de Paris, sur le périphérique, également aux abords des coins sensibles, des gares, des écoles, et donc ici de cette place de la Bastille. Il faut dire que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est lui-même dit très inquiet. Il affirme avoir des renseignements sur la présence attendue de manifestants radicaux, de casseurs à l'intérieur des cortèges, et c'est le cas évidemment ici à Paris. Nous suivrons cela. Pour le moment, je vous le disais tout à l'heure, les choses se déroulent dans le calme. Il faut dire que le début du cortège est prévu à 14 h. Les premiers rassemblements étaient prévus dès 12h30 ici sur cette place de la Bastille. Ça commence à arriver petit à petit. Vous le voyez sur ces images de Camille Jaïr. Les différents cortèges vont peu à peu se former, avec la CGT juste ici à quelques mètres de nous, avec la CFDT un petit peu plus loin, avec également le Sud Solidaire de l'autre côté de la place, et puis bien sûr Force Ouvrière un petit peu plus loin. Bref, ici, les choses commencent à se mettre en branle. Les forces de l'ordre, dans tous les cas, sont en place, et on attend donc le début du cortège prévu à 14 h. Merci Timothée. Et à l'instant, on apprend 79 interpellations en France, 95 tentatives de blocage sont les chiffres qui nous viennent de nous parvenir. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. C'est une démonstration de force ou un chant du cygne? On verra, on jugera ce soir au niveau de mobilisation. Ce qui est clair, c'est que... A priori, ça s'annonce, en tous les cas, d'après les premiers chiffres dont nous disposons, ça s'annonce quand même conforme aux prévisions. Oui, c'est-à-dire à peu près, le ministère de l'Intérieur annonçait 800 000 participants à ce mouvement. Jusqu'à 900 000. Clairement, c'est une mobilisation qui est manifestement soutenue, qui intervient dans un contexte politique que l'on connaît, mais c'était une manifestation, une mobilisation qui devait avoir lieu pour, je le rappelle, lutter contre les mesures proposées par François Bayrou. Entre-temps, François Bayrou est tombé, et on voit que le Premier ministre est peut-être en train de détricoter un certain nombre de ces mesures, au moins déjà sur les jours fériés.
Après, quand même, ce qu'il faut noter, si vous voulez, il y a trois facteurs. La situation, il y a trois facteurs d'instabilité. Il y a une instabilité parlementaire, on ne revient pas dessus, on la connaît et elle est malheureusement aujourd'hui chronique. On va peut-être y revenir justement. Il y a une instabilité sociale quand même qui existe, qui se manifeste de manière parfois sporadique, mais qui est réelle, parce que c'est vrai que la journée d'il y a une semaine, le 10 septembre, est une journée qui n'a peut-être pas obtenu un gain de mobilisation considérable, mais il y a eu quand même de la présence dans les rues et il y a eu quand même certains points de blocage. Et puis il y a également une grande, j'allais dire, par contre, stabilité de l'opinion publique vis-à-vis de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a une défiance très forte, soutenue, que les différents baromètres objectifs, baromètre après baromètre, donc on est quand même dans une situation qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement incertaine. Alors, question par rapport à ça. À quelles conditions et dans quelle mesure la gauche syndicale et politique peut tirer profit de la situation de l'opinion aujourd'hui? D'abord, la gauche, aujourd'hui, il y a beaucoup de nuances. Ce sont les gauches. Et il y a beaucoup de paramètres qui pèsent sur le comportement de ces gauches. On voit bien que le Parti socialiste est actuellement en train de mener une bataille sur l'opinion, notamment à travers l'instauration de la taxe Zuckman, qui, a priori, recevrait l'assentiment d'un grand nombre de Français. Donc, de ce point de vue-là, ils veulent montrer qu'au moins sur un certain nombre de segments de leur programme, et notamment sur leurs contre-propositions budgétaires, ils ont ou ils auraient le soutien d'une opinion qui serait majoritaire. Donc, ils font, j'allais dire, mécaniquement monter les enchères vis-à-vis du Premier ministre. Et ils vont évidemment aussi, on peut le penser et on peut l'imaginer, s'appuyer sur la mobilisation et le niveau de mobilisation de ce soir pour, là aussi, faire encore plus monter ces enchères. Je rappelle que la CFDT elle-même participe à ce mouvement, qui n'est quand même pas le syndicat le plus radical des syndicats de salariés. Donc, indéniablement, en tout cas du côté de la gauche socialiste, on va clairement essayer de capitaliser sur ce mouvement dans ce moment très spécifique de négociation parlementaire où on essaye d'avancer ces pions. Après, est-ce qu'ils veulent véritablement, la vraie question est de savoir si, je pense, est-ce que le Parti socialiste, qui est quand même la cible de M. Lecornu, pour essayer de trouver un équilibre parlementaire qui lui permettrait à un moment donné de faire voter son budget et de ne pas tomber trop rapidement, est-ce que le Parti socialiste souhaite véritablement un accord avec le gouvernement de M. Lecornu? On posera peut-être la question tout à l'heure à Wally Bordas. Mais c'est une vraie question parce que moi je note quand même une inflexion assez sensible dans leur communication depuis quelques jours et surtout depuis quelques heures. Manifestement, ils ont rencontré hier M. Lecornu. Alors je sais que c'est de bonne guerre dans une négociation de ce type. Alors justement, Arnaud Bénédicte. Mais ils agitent la possibilité d'une censure. On va revenir sur ça, effectivement, vous le dites. Sébastien Lecornu a reçu plusieurs responsables et chacun de ses interlocuteurs ont fait monter les enchères. On commence avec Mathilde Panot notamment, qui elle n'a pas voulu y aller, mais qui continue quand même, elle, de faire monter les enchères. Tant que le Premier ministre n'est pas passé devant l'Assemblée nationale et qu'il n'aura pas demandé un vote de confiance ou à défaut une motion de censure, nous n'irons pas négocier. Et d'ailleurs, nous n'avons rien à négocier avec eux. Nous ne participerons pas à sauver ce qui reste de la Macronie. Nous avons réévoqué à la fois la question des retraites. Nous souhaitons, vous le savez, que nous en finissions avec la réforme Borne. Nous avons évoqué la taxe Zuckman. Nous avons évoqué tous les sujets qui nous permettraient de redonner de l'oxygène à ce pays. Nous avons plaidé une relance de l'investissement. Nous avons plaidé là aussi le fait que les Français, notamment les plus modestes, puissent voir leur pouvoir d'achat augmenter dès à présent. Et puis le sujet de la sécurité, où nous attendons un changement d'orientation pour que les Français cessent d'avoir en permanence peur du lendemain sur le plan budgétaire et social, et peur physiquement, compte tenu de l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays. Nous attendons, encore une fois, des annonces, des décisions. Nous attendons un budget pour pouvoir juger si véritablement il y a une rupture ou pas. Et comme l'a rappelé Jordan, s'il n'y a pas de rupture, il y aura censure.
Dans ces conditions, que peut espérer Sébastien Lecornu, Arnaud Benedetti ? Sébastien Lecornu se retrouve exactement dans la même situation que celle de M. Bayrou et de M. Barnier, c'est-à-dire avec une Assemblée nationale, encore une fois, où les oppositions sont majoritaires arithmétiquement. Soyons clairs, on l'a vu le lundi 8 septembre, vous avez 360 parlementaires, 364 très exactement, qui ont voté contre la confiance, sans compter ceux qui se sont abstenus. Donc c'est une Assemblée très majoritaire, acquise à des oppositions qui sont certes divisées, mais qui à tout moment peuvent renverser le gouvernement, elles en ont fait la preuve. Aujourd'hui, pour M. Lecornu, on voit bien qu'il est, disons, dans un moment où il essaye un peu lui aussi de gagner du temps en la matière. D'ailleurs, moi je suis très frappé par une chose là, depuis sa nomination, c'est qu'il est finalement d'abord, alors à la différence là, de Barnier, je pense, et de Bayrou, dans la recherche d'un compromis. En fait, c'est la technique des présidents du Conseil de la 4ème République qu'il adopte. Et d'ailleurs, qu'il adopte avec, bien évidemment, l'assentiment du président de la République. Les présidents du Conseil de la 4ème République, avant de former un gouvernement, essayaient de trouver à un moment donné un compromis politique entre les forces politiques qui pouvaient appuyer ou en tout cas ne pas renverser le gouvernement. Il est exactement dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, je note que personne ne parle, pour l'instant, y compris dans les médias, du casting futur gouvernemental. C'est quelque chose qui est passé totalement sous les radars et ça, pour le coup, c'est une première. Après, a-t-il les outils d'un compromis politique? Ça va dépendre beaucoup, si vous voulez, des anticipations même des acteurs politiques. Est-ce que le Parti socialiste va considérer, en faisant un bilan avantage-inconvénient, qu'il est plus avantageux d'avoir une position de neutralité par rapport à un budget présenté par M. Lecornu, si celui-ci fait quelques petites avancées en direction de la gauche, ou est-ce que finalement il y a plus d'inconvénients à le soutenir, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose qui va rentrer dans leur calcul, c'est les élections municipales. Il y a des élections municipales dans quelques mois, au mois de mars, et on sait très bien que pour le Parti socialiste, il y a quand même des questions d'alliance qui se posent avec les autres partenaires de gauche pour à la fois conquérir des municipalités et surtout en conserver. Emmanuel Grégoire à Paris notamment, il dit si on continue à faire alliance avec Macron, je perds la mairie de Paris. Oui, alors ça va jouer, mais ça va jouer dans d'autres municipalités. Mais en tout cas, si vous voulez, le paramètre des municipales n'est pas du tout à exclure. Après, il y a la question de savoir si les socialistes sont prêts à affronter l'hypothèse d'une dissolution, qui est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure au regard, encore une fois, de la situation parlementaire. Manifestement, ils peuvent être tentés, au vu des sondages aujourd'hui, de dire finalement qu'une dissolution ne leur serait pas nécessairement désavantageuse. Et qu'ils pourraient... Même sans accord avec LFI. Oui, mais enfin, le problème, c'est que, même sans accord avec LFI, mais à partir du moment où ils censurent le gouvernement, et s'il y a une dissolution, ils retrouvent, si vous voulez, un potentiel électoral du côté LFI qui ne pourra pas les accuser de mollesse vis-à-vis du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, ce sera plus difficile de capter quand même l'électorat venu de Macron. Oui, peut-être, vraisemblablement, mais le pari qu'ils font à ce moment-là, et on est un peu dans la politique fiction et la politique fiction électorale, c'est que le bloc central... Il faut en faire, mais tout le monde en fait. Mais tout le monde en fait. Et le bloc... Oui, mais parce que, je veux dire, ça rentre aussi dans le calcul des acteurs politiques et des anticipations des acteurs politiques. Ils considéreront vraisemblablement que, et les sondages semblent le montrer, même s'il faut être très prudent à ce stade, que le bloc, ce qu'on appelle le bloc central, le bloc macroniste, aurait beaucoup à perdre, lui, d'une nouvelle dissolution. Question, au regard de la mobilisation qui s'annonce aujourd'hui, surtout si la mobilisation s'avère un succès, est-ce que Sébastien Lecornu peut échapper à la pression de la gauche ? Il aura du mal à y échapper, mais la difficulté pour lui, c'est... Qu'il y ait une pression. Je veux dire, ça sera évident, surtout si c'est un succès, mais est-ce qu'il aura d'autres moyens et d'autres voies possibles que d'y céder ? Oui, mais le sujet pour lui, c'est en cédant à un certain nombre de sollicitations de la gauche ou d'attentes et de revendications de la gauche, on a entendu M. Faure.
il y a quand même certaines lignes rouges qui paraissent absolument inconcevables pour ce qu'on appelle le socle commun, notamment par exemple de revenir sur, ou même de suspendre la réforme Borne sur les retraites. Ça me paraît être un totem difficilement, en tout cas, bougeable pour les parlementaires de cette, en tout cas pour le plus grand nombre des parlementaires de cette majorité. La difficulté pour Monsieur Lecornu, c'est que ce qu'il donne à la gauche, comment ne le perd-il pas sur sa droite? Comment ne le perd-il pas même à l'intérieur du bloc macroniste, mais encore plus sur sa droite avec les LR? Donc il est, si vous voulez, sur une ligne de crête où il doit entrouvrir une porte très étroite, et il se heurte encore une fois, moi je le pense, c'est une des difficultés majeures, à ce qui est une sorte de loi de physique de la politique, c'est le rapport de force politique qui est totalement, si vous voulez, asymétrique en sa défaveur, et en la défaveur de toute façon de cette coalition gouvernementale. Le problème, et on revient toujours au même sujet, la coalition gouvernementale qui s'est mise en place depuis 2024, pour la première fois, est une coalition gouvernementale minoritaire sous la Ve République. Dans ces conditions, justement, si on se réfère à cette loi des physiques des forces de la politique, est-ce que Sébastien Lecornu peut mener à bien sa mission? Je crois savoir qu'il a laissé entendre qu'il savait que c'était une mission quasi impossible, mais qu'il la faisait parce qu'on ne pouvait pas la refuser. Pour mener à bien sa réforme, il faudra qu'il obtienne à minima, un accord de non-censure d'une des grandes forces d'opposition du Parlement. Côté Rassemblement national, ça me paraît particulièrement compromis aujourd'hui au regard de ce que l'on entend, en tout cas dans la bouche des principaux responsables du Rassemblement national qui semblent être sur une ligne, d'opposition quasi, je veux dire, a priori, contrairement à ce qui se faisait auparavant avec Bayrou et Barnier. Donc on peut penser qu'eux voteront la censure, sauf si évidemment Monsieur Lecornu décidait de donner un certain nombre de gages très forts de ce côté-là de l'échiquier politique. Il peut éventuellement essayer d'obtenir au moins un accord de non-censure du Parti socialiste qui pourrait lui permettre potentiellement, parce que c'est même pas sûr, d'échapper à une motion de censure. On va continuer de regarder ça justement, Arnaud Benedetti. J'en profite puisque vous êtes quand même le fondateur du comité de soutien à Boualem-Sansal, le maître d'œuvre, la cheville ouvrière. J'ai pas très bien compris, on en parlait lundi, il y a 300 jours de détention pour Boualem-Sansal. Sa fille nous a répondu depuis Prague, où elle se trouve. Et depuis, je n'ai pas très bien compris, Arnaud Benedetti, Boualem-Sansal a-t-il refusé de recevoir le prix Sakharov, qui est le prix accordé par le Parlement européen? Normalement, c'est un prix qui doit être accordé début décembre, donc à un défenseur ou un martyr de la liberté d'expression, comme l'a été Andreï Sakharov en Union soviétique. Et c'est un prix où chaque groupe parlementaire présente un candidat ou, en tous les cas, fait une proposition pour son attribution. En l'occurrence, c'est le groupe donc, des Patriotes européens, avec notamment Jordan Bardella qui a fait cette proposition. Et donc, depuis, on a appris que Boualem-Sansal a refusé de recevoir le prix Sakharov. Enfin, aurait refusé de recevoir le prix Sakharov. Alors, question, est-ce que c'est vraiment le cas? Et question, si c'est le cas, comment il fait? Moi, je n'ai aucune information dans ce sens. Je vais en revenir aux faits qui sont assez simples. Boualem-Sansal est un homme qui est emprisonné, qui ne dispose pas des conditions de libre exercice de son expression et de son libre arbitre. Et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut en aucun cas porter une parole pour Boualem-Sansal dans les conditions de détention qui sont les siennes. Nous n'avons aucune information aujourd'hui factuelle qui nous permette d'infirmer ou de confirmer ce qui a été annoncé ces derniers jours. Et donc vous avez tout à fait raison de parler au conditionnel, parce que je crois qu'en effet, il faut être extrêmement prudent, rappeler que le régime algérien est un régime policier et que l'expression de Boualem-Sansal est extrêmement contrainte, voire même rendue impossible par la nature même de ce régime, et l'expression de ses proches en Algérie l'est tout autant,
parce qu'ils sont surveillés, parce que leurs conversations sont contrôlées, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être extrêmement prudents dans leur expression. Donc je crois qu'il faut être, vous savez, dans ce type de combat, il faut éviter en permanence de parler à la place de celui qui, aujourd'hui, est embastillé en Algérie. Ce que je sais, c'est que Boualem Sansal est un homme, par contre, qui est courageux. Il l'a démontré d'ailleurs face à ses juges. C'est quelqu'un qui est très libre dans ses amitiés, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une réalité aussi. Et que je me garderai bien, je pense, et c'est absolument indispensable, encore une fois, de m'exprimer à sa place. Il est en prison, il n'a pas la possibilité de s'exprimer, et je crois que c'est ce qu'il faut que nous ayons en tête lorsqu'on défend Boualem Sansal. Boualem Sansal est un homme de liberté, donc je pense que j'ai du mal à penser qu'il puisse s'exprimer d'une quelconque manière, que ce soit dans un sens ou dans un autre, sous la pression. On a compris. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, et bien entendu, on espère au plus vite la libération de Boualem Sansal, qui est venu à de nombreuses reprises à la place où vous trouvez Arnaud Benedetti. J'ajoute d'ailleurs qu'un collectif de citoyens avait appelé à s'est rassemblé ce mercredi à Paris, et qu'une adaptation du roman Le village de l'Allemand est actuellement jouée au Théâtre des Gémeaux parisiens à Ménilmontant, c'est dans le 20e arrondissement, et la pièce sera jouée pendant un mois. Le village de l'Allemand, c'est un des livres et un des thèmes très souvent récurrent, un des thèmes récurrents de l'œuvre de Boualem Sansal. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Timothée Delem, lui, est place de la Bastille, où il suit et il couvre la mobilisation de ce 18 septembre, en particulier la mobilisation parisienne, 100 000 personnes attendues, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. On a vu également tout le déploiement, Timothée, le déploiement policier. Est-ce que les commerçants, eux, sont inquiets? On les a entendus notamment assez anxieux dans d'autres quartiers, comme dans les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est le cas aussi ici, place de la Bastille? Bien, ce qui est certain, Vincent, c'est que de la même manière que pour les précédentes journées de mobilisation, ils ont pris leur disposition, les commerçants. Il faut dire que j'évoquais tout à l'heure le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. C'est lui-même qui leur a adressé un courrier hier en les appelant à la vigilance, à la fermeture même de leurs établissements lorsque cela leur semblait nécessaire. C'est le cas par exemple ici de ce concessionnaire automobile que vous voyez juste derrière moi. Ici, on a totalement bouclé les portes, on a mis les grilles et on n'ouvrira pas aujourd'hui. C'est le cas également de cette compagnie d'assurance qui se trouve juste en face de moi. On a également rentré ici les terrasses également des différents établissements de restauration. Alors oui, ici effectivement, les commerçants ont pris leur disposition. Il faut dire que le préfet de police, encore lui, a alerté sur la présence possible de manifestants violents qui pourraient s'organiser en black bloc à l'entrée, au départ du cortège. Pour le moment, en tout cas, les choses ici se passent dans le calme, mais c'est vrai qu'on s'attend ici à vivre une après-midi à haut risque avec un dispositif de sécurité, on l'a évoqué également, très conséquent. Aux abords de la place de la Bastille, d'où doit s'élancer le cortège à 14h, c'est une présence discrète, une présence en masse de la part des effectifs de police, mais discrète pour le moment. On reste aux abords et on n'a pas investi la place de la Bastille, d'où doit s'élancer ce cortège. Vous le voyez d'ailleurs ici. Je vous évoquais tout à l'heure la mobilisation qui commençait petit à petit à arriver. C'est vrai que pour le moment, les manifestants arrivent au compte-gouttes. On voit surtout l'organisation, on voit surtout les ballons, les camions également des différents cortèges se mettre en place petit à petit. On attend maintenant de savoir si les manifestants répondront présents cet après-midi. Merci beaucoup Timothée, on va suivre ça justement avec vous et on vous retrouvera sur le site du Figaro à partir de 13h également pour suivre le début de cette mobilisation effectivement où toutes les équipes d'ailleurs des services du Figaro et du Figaro.fr, du Figaro TV sont mobilisées et pour vous la faire vivre, la faire suivre aussi bien à Paris que dans un certain nombre de grandes villes de France, et vous pouvez bien sûr retrouver ça sur le site du Figaro. Bonjour Wally Bordas. Bonjour Service Vincent. politique aussi mobilisé. Question que posait à l'instant Arnaud Benedetti. Est-ce que les socialistes veulent vraiment un accord avec Sébastien Lecornu ?
Écoutez, c'est la question que je me pose aussi, pour tout vous dire. Parce que c'est vrai que moi j'étais parti avant l'été en me disant qu'effectivement, on allait atterrir quand même au final sur un accord qui permette une non-censure, qui permette de faire passer un budget. Et j'ai l'impression, là, depuis cette rentrée, depuis la censure de François Bayrou, que les socialistes sont remontés comme des coucous et qu'ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'être très constructifs, même si effectivement leurs mots prônent plutôt pour une espèce de consensus. Mais on voit que les limites qu'ils mettent sont assez urticantes pour le bloc central et pour LR. Et donc je me pose effectivement aussi la question de savoir si, au final, ça va aboutir à quelque chose. Pourquoi Emmanuel Macron veut autant un accord avec le Parti socialiste? Parce que je pense qu'Emmanuel Macron a constaté dans les mois qui viennent de s'écouler que le Parti socialiste était, semble-t-il, la force politique à l'Assemblée nationale avec laquelle il était le plus possible de trouver des consensus. On l'a vu notamment sur le budget de François Bayrou en février dernier. Les socialistes sont ceux qui sont allés discuter avec le gouvernement, qui sont allés chercher quelques petites victoires qu'ils ont pu prôner auprès de leur électorat. Et donc Emmanuel Macron a probablement compris ça, voyant l'ERN censurer Michel Barnier alors qu'il s'attendait plutôt à une non-censure, l'ERN qui s'était montré quand même plutôt conciliant à l'arrivée de Michel Barnier. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de retour en arrière et peut-être même de poursuite du front républicain qui avait été celui fait à l'occasion du deuxième tour des législatives il y a un peu plus d'un an. Et c'est ça que je trouve d'autant plus étonnant et que je me permets de vous poser la question parce qu'en vous lisant, vous confirmez quelque chose qu'on avait entendu, qu'on entendait également de certains ministres, et vous le confirmez parce que vous avez beaucoup d'anecdotes, vous avez rencontré plus de 200 personnalités, 200 entretiens inédits, c'est un travail magnifique que vous avez fait, et on se rend compte que Macron, à l'origine, veut pas un accord avec le RN, mais il veut gouverner avec le RN. Effectivement, Macron, quand il dissout l'Assemblée nationale, faut qu'on se remémore un petit peu la période. C'est un moment où le RN est dans une dynamique électorale exceptionnelle et jamais vue. On est le 9 juin 2024. Le Rassemblement national, encore une fois, à une élection européenne, arrive en tête. En tête. Et très largement en tête. Très largement en tête. Troisième élection européenne où il arrive en tête. Emmanuel Macron, sans doute, à l'avance, il a très bien vu les sondages et il sait très bien que le RN va réaliser ce score et que son camp est en chute libre. Et donc, effectivement, depuis quelques jours, voire même quelques semaines, en coulisses, s'est préparée cette dissolution de l'Assemblée nationale avec comme objectif principal de prendre un petit peu de vitesse une gauche qui est complètement éparpillée façon puzzle et de permettre une sorte de match entre le Rassemblement national et les macronistes et le bloc central et avec en tête de scénario, soit le RN l'emporte, dans ce cas-là, tant mieux, ça permet une cohabitation et ça permet qu'ils se cassent les dents en quelque sorte sur le pouvoir parce que Emmanuel Macron en est certain, ils ne sont pas prêts à gouverner. Soit le bloc macroniste l'emporte, et tant mieux également, car Emmanuel Macron obtient une majorité qu'il n'avait pas à l'Assemblée nationale depuis 2022. Et entre les deux tours, on voit très bien le résultat, le Rassemblement national est largement en tête, et Emmanuel Macron, lui, ne souhaite pas le Front républicain. Il appelle plusieurs candidats macronistes, c'est ce que je révèle dans mon livre, pour leur demander de se maintenir au second tour dans des triangulaires contre les candidats RN et la gauche, pour permettre effectivement au RN d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Un plan qui est largement contrarié par Gabriel Attal, qui dicte le ton dans l'entre-deux tours. Mais ce qui est assez frappant, c'est que ça paraît logique finalement ce que vous racontez de la part d'Emmanuel Macron, puisque dans ces cas-là, il manœuvre en coulisses pour avoir cette cohabitation qui lui permettrait de regagner de la popularité, comme vous l'expliquez. Mais quand même, il y a un fait, c'est que au Conseil des ministres qui suit le premier tour des élections législatives, en tout cas ce sont les propos qui sont rapportés, Emmanuel Macron finalement épouse la ligne du Front républicain. Tout à fait. Il est tellement débordé par la ligne de Gabriel Attal qui
rappelez-vous, au soir des résultats du premier tour, on l'avait vu en direct sur le voilà, exactement, sur le site du Figaro. Arrive sur le perron de Matignon et annonce qu'il faut faire le Front républicain et en quelque sorte parvient à dicter la ligne du camp présidentiel. Emmanuel Macron, qui a déjà pourtant commencé à appeler certains candidats pour qu'ils se maintiennent, ne peut pas finalement maintenir cette ligne et ne peut que se rabattre derrière la stratégie de son Premier ministre. Ce qui est très frappant aussi à cette époque, suite donc à l'élection, la défaite du RN, le score avantageux de la gauche. On se dit d'ailleurs le soir du deuxième tour, le prochain Premier ministre sera forcément de gauche, et vous racontez comment la gauche a perdu. Très intéressant d'ailleurs, tout s'est joué, fin juillet, tout s'est joué autour de la bataille du Perchoir. Mais exactement, tout s'est joué à l'Assemblée nationale. Et il y a une phrase de Jean-Luc Mélenchon dans mon livre qui résume très bien les choses. Jean-Luc Mélenchon dit cette bataille, elle était très importante parce que si Yaël Braun-Pivet l'emportait, elle permettait à Emmanuel Macron de prouver qu'il avait encore une majorité à l'Assemblée nationale et donc une légitimité à gouverner. Bon, je reformule un petit peu ce qu'il dit, mais c'est peu ou prou ce qu'il raconte. Et c'est effectivement ça, parce que le bloc central se constitue finalement à ce moment-là autour des macronistes, de LR, de Horizon et du Modem, et Yaël Braun-Pivet l'emporte sur André Chassaigne, ce qui ne permet plus à la gauche de dire « nous avons gagné, nous sommes en majorité ». Ce qui est très frappant à cette époque-là, et pendant toute cette année que vous racontez en détail, Wally Bordas, c'est que les plus fortes rivalités, les plus forts théâtres de violence politique ne sont pas entre les groupes, mais sont à l'intérieur des groupes. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, surpris. Je trouve que en 1 an et demi de cette assemblée assez incroyable, j'ai vu plus de batailles, de manœuvres de coulisses, de détestation entre députés, entre même personnalités politiques de très haut, de premier plan, que de combats d'idées finalement dans l'hémicycle. Et effectivement, au retour à l'Assemblée nationale... Par exemple, vous racontez la rivalité entre André Chassaigne et Cyrielle Châtelain à l'intérieur du nouveau Front populaire, ou bien, ce qui est formidable, c'est le règlement compte à hockey choral à l'intérieur de la Macronie, et autour d'une personnalité qui est quand même assez clivante, assez détestée, qui est Gabriel Attal. Oui, vous parlez, j'imagine, de l'anecdote sur... justement la candidature pour le Perchoir avec Yaël Braun-Pivet, qui effectivement souhaite conserver la présidence de l'Assemblée nationale et dépose en quelque sorte tout de suite sa candidature pour se faire réélire. Et on a en coulisses Gabriel Attal qui s'active pendant plusieurs jours pour éviter cette candidature de Yaël Braun-Pivet, qui est pourtant l'une des leurs, qui est pourtant finalement la candidate un petit peu naturelle du bloc central, et on le voit chercher de nombreux candidats pour tenter de la remplacer, et il échoue. Alors, ce qui est à l'inverse, on voit des ententes et des accords qui sont scellés assez vite et des rapports parfois qui sont cordiaux entre ennemis déclarés et entre ennemis jurés. Et on voit notamment Laurent Wauquiez et Gabriel Attal faire un certain nombre de deals sur le dos du RN. On pensait que c'était une offensive de la gauche qui avait empêché au RN d'avoir des vice-présidents qu'il avait dans la précédente mandature. Et en fait, non, c'est l'accord Wauquiez-Attal. Tout à fait, un accord qui se noue, qui se joue en coulisses, et où Laurent Wauquiez, effectivement, parvient à obtenir de Gabriel Attal énormément de concessions et du coup énormément de postes à responsabilité au sein du bureau de l'Assemblée. Et c'est vrai qu'il y a une rencontre humaine quand même entre ces deux personnalités, Laurent Wauquiez d'un côté, Gabriel Attal de l'autre, qui se connaissent déjà. C'est très paradoxal parce que c'est des personnes dont la réputation est de ne pas être fiable, et en fait ces deux se font confiance. Ils se font confiance, ils s'entendent très bien, les deals fonctionnent entre eux, et encore récemment, quand j'ai bouclé l'écriture de ce livre, je les ai vus tous les deux, et même en off, chacun ne tarissait pas d'éloges sur son ami du camp d'en face. En revanche, il n'y a pas d'éloge entre ces deux hommes, c'est entre Gabriel Attal et Michel Barnier, quand justement, à l'issue du discours de politique générale, Gabriel Attal a pris la parole, et voici la réponse que lui fait Michel Barnier. Et M. Attal,
je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. C'est très frappant de voir Gabriel Attal à ce moment-là. Et vous dites, quand il réagit comme ça, c'est qu'il ne s'attendait pas à cette pique de Michel Barnier. Il ne s'y attendait pas du tout. Et il est mort de honte. Il le dit rétrospectivement quelques mois plus tard à Michel Barnier. Il dit, ce jour-là, tu m'as humilié. Parce qu'effectivement, il y a eu déjà cette passation de pouvoir quelques jours plus tôt entre l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et le nouveau Premier ministre Michel Barnier, où Michel Barnier a également des mots un peu durs vis-à-vis de son jeune successeur. Et il y a cette passe d'armes à l'Assemblée nationale qui, finalement, est un petit peu le début des difficultés pour Michel Barnier et son socle commun, et le début d'une incompréhension qui durera jusqu'à la censure. En fait, ce qu'on comprend en vous lisant, c'est que le nœud de l'ingouvernabilité, c'est que des gens qui peuvent s'entendre, en fait, se détestent très fort, et il y a des questions psychologiques. Notamment, vous dites sur Michel Barnier, sur François Bayrou, les socialistes sont très remontés contre Bayrou en disant le problème, c'est Bayrou. Ah oui, il y a une haine qui s'est installée entre... Et comment les socialistes ont pu penser que Bayrou allait revenir sur la réforme des retraites? Il leur a en quelque sorte un petit peu fait croire. Comment ils ont pu croire, ces gens intelligents? Voilà, bon, ils ont peut-être fait semblant de le croire. Est-ce que c'est pas par la volonté de trouver un accord? Je pense qu'ils n'avaient aucun intérêt à censurer une deuxième fois, un deuxième gouvernement d'affilée dès le début de l'année. Et donc, ils ont noué cet accord en tout cas, ils ont fait semblant de nouer cet accord avec François Bayrou, qui les a roulés dans la farine en quelque sorte, et insultés publiquement lors de leur motion de censure sur l'immigration. La crainte, aujourd'hui, c'est une dissolution pour tous ces députés? Oui, c'est la crainte numéro 1. Pour la plupart d'entre eux, et notamment au sein du bloc central qui est plus divisé que jamais, qui a une identité politique très difficile. Et vous apprendrez en lisant ce livre pourquoi Marine Le Pen a vraiment censuré Michel Barnier, et que le RN fait partie quand même des meubles. C'est un livre absolument passionnant, bourré d'anecdotes. On se sent non seulement plus informé, mais surtout plus intelligent à la lecture de ce livre, que l'on dévore d'une traite. Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit.